Story, les rendez-vous d'Alfred Hitchcock racontés par Serge Sauvion. Aujourd'hui, le coup est parti tout seul de L.F. Smith. George Tucker boucla le ceinturon de cuir qu'il s'était fait faire sur mesure et glissa son revolver dans l'étui. Revolver qui n'était évidemment pas chargé, comme l'exigeait le règlement du club de tir. Il chaussa ses lunettes spéciales anti-impact et se coiffa du protège-oreille destiné à amortir le bruit des détonations. Il ramassa une boîte de balles, une liasse de cibles en carton, et alla jusqu'à la porte insonorisée qui ouvrait sur le pas de tir. Là, il jeta un coup d'œil par-dessus son épaule dans l'espoir d'attirer l'attention du responsable de la salle. Mais en cet instant précis, le responsable, Tex Barry, n'avait d'yeux que pour Sally, la femme de George. Tex Barry et Sally Tucker étaient assis côte à côte derrière le comptoir, buvant du café dans des gobelets en plastique et fumant cigarette sur cigarette. Dans le souvenir de George, tout avait commencé de manière plutôt innocente. Du jour où il avait annoncé à Sally son intention de faire du tir sur cible pour se distraire, celle-ci n'avait cessé de la sticoter. « Oh, George, je ne vois vraiment pas l'intérêt de cribler de trous un bout de carton. Vous, les hommes, vous avez toujours besoin de prouver votre virilité ou je ne sais quoi, sans compter ce que ça doit coûter. Les armes, les munitions, la cotisation au club et le prix exorbitant de la licence. Je voudrais bien voir ce que tu dirais si c'était moi qui dépensais autant d'argent pour m'amuser. » En fait d'amusement, jusqu'ici, Sally se distrayait en faisant de la tapisserie, ce qui ne coûtait pas très cher. Mais George s'était montré intraitable. Et quand 6 mois plus tard, il était rentré chez lui avec sa licence toute fraîche et une arme dûment enregistrée par la police, Sally avait lancé sa dernière flèche. « Oh, George Tucker, que Dieu te vienne en aide, si jamais cette arme est la cause d'un accident. » Ensuite, ayant laissé éclater sa colère, elle parut accepter la nouvelle distraction de son mari. Et quand George, s'étant pris de passion pour ce sport, se mit à aller de plus en plus souvent à la salle de tir, Sally insista de manière tout à fait surprenante pour l'accompagner. « George, nous sommes déjà si rarement ensemble. Je peux aussi bien faire ma tapisserie là-bas, et comme ça, je pourrais te surveiller en même temps. » Elle avait cligné de l'œil en disant cela. George lui avait dit que très peu de femmes fréquentaient la salle de tir et que le temps qu'il y passait ne méritait surtout pas de provoquer sa jalousie. Or, pour l'instant présent, Sally buvait et fumait en compagnie de Tex. George décida de mettre un terme à leur tête-à-tête. Tex! Tex leva les yeux avec une expression agacée et vit George qui attendait. Il allongea la main sous le comptoir et pressa un bouton. Le verrou électrique bourdonna et George ouvrit brusquement la porte du stand de tir. Le vif intérêt de Sally pour la salle de tir et pour son responsable, le séduisant Tex, n'était pas longtemps demeuré innocent. Le travail de Tex consistait à veiller à ce que tout aille bien, à vendre de temps en temps une boîte de chiffons spéciaux pour nettoyer les armes et, quand l'occasion se présentait, à donner quelques conseils aux débutants. Sally n'avait pas beaucoup avancé dans sa tapisserie. D'abord,
Tex lui avait offert du café et des cigarettes, lui parlant de la pluie et du beau temps. Par la suite, leur conversation s'était étoffée, et Sally avait fini par s'asseoir à côté de lui, derrière le comptoir, comme si l'endroit lui appartenait. À la fin, elle ne prenait même plus la peine d'apporter son ouvrage. George laissa la lourde porte se refermer derrière lui et se dirigea vers le pas de tir qui se trouvait juste en face. Puis, il gagna la cabine la plus éloignée. C'était la seule qu'on ne pouvait pas voir depuis le hall d'entrée. En effet, les autres cabines étaient nettement visibles à travers les doubles fenêtres épaisses percées dans le mur derrière la ligne de tir, mais celle-ci était dissimulée par la porte insonorisée. La cabine était vide. George y entra. Il déposa ses munitions et ses cibles sur l'étagère. La plupart des tireurs évitaient cette cabine parce que l'éclairage n'était pas très bon et que les bruits qui filtraient à travers la porte derrière eux les empêchaient de se concentrer. S'il n'y avait pas eu la manière dont Sally était suspendue aux lèvres de Tex et la façon qu'avait Tex de regarder Sally, George n'aurait pas trouvé ça trop grave. La concurrence ne lui avait jamais fait peur. Sally et lui étaient séduisants l'un comme l'autre, et même s'ils n'avaient pas eu d'enfants, ils avaient eu bien des satisfactions en 10 ans de mariage. Ensemble, ils s'intéressaient à beaucoup de choses, et ils s'amusaient. Enfin, ils s'étaient amusés. George sortit le colt de son étui, dégagea le cran de sûreté et fit basculer le barillet sur le côté. Il prit l'arme dans sa main gauche et, de sa main droite, ouvrit la boîte de balles et en répandit quelques-unes sur l'étagère. Les doigts tremblants, il ramassa les balles une à une pour les engager dans les alvéoles du barillet. Le changement qui s'était opéré chez Tex avait fait mal à George. Au début, quand il s'était inscrit au club, Tex s'était montré amical et secourable. Il avait fait en sorte que George se sente à l'aise. Il lui avait expliqué, patiemment, selon quel processus compliqué on pouvait acquérir un port d'armes, et en attendant que sa licence lui soit accordée, ce qui avait pris pas mal de temps, Tex avait initié George aux règles de tir et de sécurité en utilisant un pistolet à air comprimé. Quand George avait enfin obtenu son permis de port d'armes, Tex avait manifesté autant de joie que lui. Il l'avait aidé à choisir l'arme qui lui convenait et lui avait montré comment la charger, la manier, comment contrôler le recul pour garder la plus grande précision possible, comment la nettoyer, comment la maintenir en bon état. Puis, Sally avait commencé à accompagner George à la salle de tir et tout avait changé. Maintenant, Tex Barry ne parlait presque plus à George. Trop occupé qu'il était à parler à Sally. George finit de charger son arme et referma soigneusement le barillet. Il fit glisser le revolver dans sa main droite et soudain se pencha en avant, s'appuyant de tout son poids au comptoir qui se trouvait devant lui. Il se sentait complètement épuisé. Pratiquement isolé du bruit par son protège-oreille, il pouvait entendre faiblement les détonations des autres tireurs autour de lui, qui résonnaient comme de lointains pétards. Puis, pendant une accalmie, il perçut le claquement des mécanismes des supports des cibles qui dégageaient celles qui étaient trouées pour les remplacer par des cibles intactes.
Quand Georges, depuis son bureau, avait téléphoné à Sally, qui en principe devait se trouver à la maison, il n'avait pas obtenu de réponse. Et il avait commencé à s'inquiéter. Tex assurait le service du soir à la salle de tir et ne travaillait pas pendant la journée, alors que Georges, lui, allait au bureau de 9h à 17h. Au commencement, Georges s'était efforcé d'étouffer ses soupçons en se persuadant qu'ils étaient absurdes. Mais le besoin de connaître la vérité avait été le plus fort. Un matin, il partit travailler comme d'habitude, s'arrêta à la station-service pour téléphoner au bureau, prétextant qu'il était souffrant, et, faisant demi-tour, il revint surveiller sa propre maison. Qu'avait-il découvert? On le devine aisément. Mais aujourd'hui, qu'allait-il faire? C'est ce que vous saurez dans quelques instants. Quelques cabines plus loin, quelqu'un tirait à la carabine. Rien à voir avec le bruit d'un revolver ou d'un pistolet. Georges arma son revolver et le leva à bout de bras, puis le baissa à nouveau, sans tirer, et appuya sur le bouton ménagé dans la cloison pour appeler le responsable. Le règlement était affiché à l'évidence dans chaque cabine de tir. L'officier responsable du club doit être appelé immédiatement dès que quelque chose ne fonctionne pas ou qu'une arme fait un raté. Georges pouvait imaginer l'irritation de Tex en entendant la sonnerie. Il le voyait en train de vérifier sur le tableau central quel clignotant s'était allumé, puis s'excuser auprès de Sally avant de s'approcher de la ligne de tir et, avec sa clé, ouvrir la porte. Georges se retourna pour faire face à la porte, tenant mollement son revolver à la hauteur de sa taille. De sa main gauche, il enserra son poignet droit pour raffermir sa prise. Tex Barry entra, referma la porte derrière lui et se tourna vers Georges. « Un problème, Georges ?»« Non, Tex. Plus de problème. » Et Georges lui logea une balle en plein cœur. Tex Barry s'écroula sans un mot, les yeux étonnés. Georges recula en trébuchant et trouva appui sur le comptoir de sa cabine de tir. Il arracha son protège-oreille et se mit à crier « À l'aide! À l'aide! Au secours !» Il lui sembla que cela durait une éternité. Mais peu à peu, les coups de feu cessèrent et une foule de tireurs vint se presser dans sa cabine. Il essaya d'expliquer ce qui s'était passé, mais ses propos étaient incohérents. C'était un raté, vous comprenez? J'ai appelé l'officier responsable. J'ai voulu lui montrer l'arme. Mon Dieu, quelle imprudence, quelle imprudence. Jamais j'aurais dû braquer le revolver sur lui. Il y a eu un tir à retardement, vous comprenez? Le coup est parti tout seul. L'un des hommes s'était agenouillé près du corps de Tex. « Je crois qu'il est mort. Il faut appeler une ambulance. » Ça faisait un moment déjà que l'on frappait lourdement contre la porte. Quelqu'un l'ouvrit. Sally apparut dans l'embrasure. Elle baissa les yeux vers le corps de Tex, puis regarda Georges. Son beau visage devint blême, et l'un des hommes présents l'aida à s'asseoir sur une chaise. Georges remarqua qu'elle ne poussa pas de cri et qu'elle ne pleura pas. Simplement,
comme une morte. Georges s'assit par terre à côté du corps de Tex et refusa toutes les propositions des autres membres du club qui voulaient lui faire boire du café ou l'emmener prendre l'air. Il pensait au premier temps, quand Tex lui avait appris à tirer. Il se souvenait. Tex lui avait dit: vous voyez, Georges, de nos jours, il y a de moins en moins de ratés, comme on dit. Mais ça peut encore se produire, même avec les munitions dont nous disposons, qui sont de meilleure qualité qu'avant. C'est pas très grave si ça arrive. Mais il faut jamais perdre de vue que l'arme peut partir à retardement. N'oubliez jamais ça, Georges. Et Tex lui avait alors expliqué la différence. Un coup pouvait ne pas partir à cause d'un défaut de fabrication de la balle. Et on avait ce qu'on appelle un raté. Mais parfois, la mise à feu était retardée et le coup partait quelques secondes, voire quelques minutes après que l'on eut appuyé sur la détente. Coup de feu à retardement. Voilà ce que l'on murmurait dans la salle de tir en attendant l'arrivée de la police. Sally avait mis 10 ans pour prendre un amant. Georges se demandait s'il pourrait jamais la reconquérir. Si seulement la police gobait son histoire d'accident, il en aurait peut-être l'occasion. Mais est-ce que Sally allait le croire? Ils avaient été on ne peut plus discrets, Tex et elle. Et en dehors de Georges lui-même, Sally était la seule personne vivante maintenant qui soit en mesure de parler de sa liaison à la police. Or, si la police n'était pas informée de cette liaison coupable, il n'y avait pas de mobile. Il faudrait bien alors que la police retienne la thèse de l'accident. Georges mit longtemps à faire sa déposition. Il dut la répéter à plusieurs reprises, chaque fois qu'un policier plus gradé que le précédent arrivait sur les lieux. Comment était-il venu pour s'entraîner au tir sur cible? Comment avait-il chargé son arme? Comment y avait-il eu un raté dès la première tentative? Comment avait-il sonné pour appeler le responsable, conformément au règlement? Et comment avait-il montré le revolver à Tex? Et comment le coup était-il parti? À retardement. Monsieur l'inspecteur, le coup est parti à retardement. Le corps de Tex Barry avait été emmené dans une ambulance et maintenant Sally était en train d'observer Georges pendant qu'il racontait sa version des faits à la police. Le jour de leur mariage, 10 ans plus tôt, lui revint en mémoire. Jamais, en ce temps-là, elle n'aurait pu avoir une liaison. Jamais. La déposition de Georges étant terminée, les policiers étaient sur le point de partir. « Inspecteur !» Sally était restée si longtemps silencieuse que sa voix les fit sursauter. Sans regarder Georges, elle se mit à parler. « Inspecteur, je suis sûr que vous l'avez remarqué. Comment se fait-il qu'il n'y ait pas de cible en carton sur le support qui se trouve dans le champ de tir de mon mari? Qu'avait-il donc visé avant que le coup ne parte à retardement? » Georges sentit que tout s'effondrait autour de lui. Comment avait-il pu penser un seul instant que Sally croirait à un accident? La cible. Quel idiot! Il avait oublié la cible. Et Sally, froidement, ne pensait qu'à venger son amant. Georges s'apercevait avec amertume qu'il
avait tué un homme pour reconquérir une femme qui ne l'aimait plus. Quel imbécile il était. Et en plus, il avait commis une grossière erreur. Il avait tout simplement oublié de mettre une cible. Il regarda Sally, des larmes plein les yeux. Et tandis que les policiers lui passaient les menottes, il murmura « Je t'aime, Sally. Je t'aime. Je t'aimerai toujours. » C'était Crime Story, les rendez-vous d'Alfred Hitchcock racontés par Serge Sauvion. Aujourd'hui, le coup est parti tout seul de L.F. Smith.